59 Académie, c'est un balado organique guidé par la recherche de l'histoire de la maison dans laquelle j'ai emménagé à Sutton en novembre 2020, de celle de ses précédents occupants et plus largement de l'histoire de mon nouveau village et de ses habitants. S'il s'agit de votre première écoute de 59 Académie, je vous encourage très fortement à commencer par l'épisode prologue afin de ne rien manquer de cette savoureuse aventure. Et puis ensuite, on voit qu'en 87, la maison du 59 rue Académie a eu 3 occupants, donc Claire Potvin, qui l'aurait acheté donc directement à la famille Sweet, probablement. Ça, faudrait trouver les actes notariés. Attends une minute. 86, regarde, vois-tu toutes les transactions, ça devient difficile à suivre parce que c'est tellement loti. Ça, c'est quoi? C'est le registre des transactions du Québec. OK. Et donc là, théoriquement, on voit toutes les transactions de lot et de propriété. Oui, puis si par testament, si c'est par vente, s'il y a eu une hypothèque. D'accord. Attends, on a dit 87. Claire Potvin, la société. « 1802, Frederick Primerman. 1846, Solomon Squire. 1852, Stephen Powers. 1864, Reuben Mills. 1887, famille Sweet. 1961, Inglis Ling. 1987, Claire Potvin. 1999, Susan Briscoe. 2020, bienvenue au 59 Académie. Société d'hypothèque CIBC. Elle a pris une hypothèque. Donc, c'est M. Benoît, une Catherine Benoît, qui l'a eu avant qu'il l'a vendu à Claire Potvin. Ah, OK, un nouveau nom, dis donc. Catherine Benoît. Bon, alors, Catherine Benoît, quand est-ce qu'elle l'a acheté? On va essayer de remonter. Ici. Ian Westover, qui a vendu une cession. Oui, il a cédé à Catherine Benoît. En 87 aussi, vois-tu, elle l'a pas eu. Elle l'a pas eu longtemps. Elle l'a comme reçu en session, puis elle l'a tout de suite revendu. Ce qu'il faudrait trouver, c'est à qui Ian Westover a acheté. Tu sais, vois-tu, de François Côté à Yann. Mais ça veut pas dire que c'est ton lot, ça peut être n'importe quel. C'est Catherine Benoît ici et Ian Westover. C'est des liens familiaux parce qu'elle. Tu sais, c'est peut-être sa femme, puis elle l'a reçu en session. Parce qu'on dit qu'elle l'a reçu en session. Ouais. Et là, on est en 75. Catherine Benoît, vente. Ian Westover. Donc, Catherine Benoît, c'est marrant, elle l'a vendu à Ian Westover, qui l'a recédé à Catherine Benoît en 87. Donc, c'est probablement des gens qui ont des liens familiaux. Ouais. Donc, Ian Westover, ben ça va être une piste intéressante pour moi. Ça doit être passionnant à faire, tous ces travaux de recherche. Hein? Ça doit être passionnant à faire. Des fois, c'est frustrant. Des fois, c'est frustrant. Mais quand on trouve quelque chose... On est fou. Ouais. Vous parliez tout à l'heure des gens qui font des casse-têtes, là, puis qui sont heureux de trouver comment placer 3 pièces en une semaine. Des fois, ça nous prend 1 an à placer 3. Pourquoi est-ce que vous aviez cet intérêt, vous, de creuser toujours plus? Qu'est-ce que vous cherchez? Parce que c'est dans ma nature. Tout simplement. J'étais journaliste qui creuse des sujets, de la curiosité. Puis quand tu veux savoir les réponses, ben tu creuses. Et puis quand tu as étudié en histoire et que tu as pratiqué comme journaliste, tu as une éthique de recherche, tu as une approche où tu veux les faits, tu veux les corroborer. T'sais, je trouve que la formation que j'ai reçue en histoire, c'est peut-être la meilleure formation que j'ai eue. Pour faire votre métier de journaliste? Même si j'ai pas écrit nécessairement beaucoup sur des sujets de nature historique, mais la façon de faire de la recherche, la façon de toujours vérifier, revérifier, la façon de mettre en perspective, de tenir compte des contextes. Ça, c'était votre première formation en sortant de l'école? Après mon bac, que j'ai fini en 61, je suis allée en lettres, où j'ai fait beaucoup d'histoire de la langue et histoire, plus un certificat de littérature québécoise. J'ai tout fini ça là, en 64, 65. J'ai eu d'excellents professeurs, enfin, c'était le début
surtout en histoire du Québec et de l'Amérique du Nord, on sortait de groupe, c'était la nouvelle, Séguin, Brunet, tous ces professeurs qui ont brassé la cage. OK. C'était en 60, on est en Révolution tranquille ou... Oh oui, on vient de commencer. On commence. On commence. On a brassé la cage, on était ces générations-là. Moi, j'ai une jeunesse manifestée. Beaucoup? Toute la décennie, là, tu sais, McGill français, la loi 101, après, plus tard un peu, Morgenthaler, le droit à la syndicalisation. Et donc vous manifestiez pourquoi, principalement? C'était quoi l'école? Ben, j'ai dit, on a eu Québec français pour la langue. Ensuite, il y a eu Morgenthaler, l'avortement, ça a été une grosse bataille. C'est le début du syndicalisme, c'est le début de l'indépendantisme, c'est le début du féminisme. Fait que c'est toi qu'on avait pour manifester. Et dans tout ça, vous vous sentiez activement impliqué dans ces changements-là? Ben, c'est parce que quand tu vis dans une société ou que tu travailles à un endroit, t'es forcément impliqué. Oui. En tout cas, moi, je peux pas passer à côté. Fait que, j'ai toujours été impliqué dans ce que je faisais. Fait que, t'es une femme, ben, c'est normal d'être féministe, c'est normal d'être syndiqué, c'est normal d'être francophone et de défendre sa langue. Oui. On était aussi à une époque où le bien collectif, ça voulait dire quelque chose. C'était pas une époque individualiste, autant qu'aujourd'hui. Là. Comment est-ce que ça s'exprimait au quotidien, le fait que, justement, la société soit plus collectiviste? Ben, parce qu'on prenait fait et cause pour des mouvements, pour des idées, pour... on était actifs politiquement ou syndicalement, parce que simplement, ça faisait partie le bien commun, ça faisait partie de notre univers. On a trouvé dans les archives, vous l'avez entendu un petit peu plus tôt, que avant d'appartenir à Claire Potvin, la maison a appartenu à un certain Ian Westover, ou du moins une partie du lot. Et il se trouve que quand j'ai partagé le balado sur Facebook, il y a une certaine Ina Westover qui a commenté pour me dire qu'elle avait passé beaucoup de temps dans cette maison parce que son père était propriétaire de la grange voisine. Et son père, il se trouve que c'est Ian Westover. Donc Ina n'habite pas à Sutton, elle a un chalet ici. Elle va y venir notamment cet été pour faire du vélo de montagne et je lui ai déjà demandé à ce qu'on se rencontre. Elle était aussi très heureuse de pouvoir revenir faire un tour dans cette maison. Son père, lui, il a déménagé sur la côte ouest. La famille Westover, en fait, ils étaient connus dans le coin parce qu'ils gardaient des percherons. Donc c'est une race de cheval et ils s'en servaient pour faire des balades en calèche dans la région. Et si j'ai bien compris, c'est dans la grange voisine, qui est juste en arrière de ma maison, qu'étaient gardés les chevaux de la famille Westover. Alors j'ai bien hâte de rencontrer Ina pour qu'elle me parle un petit peu plus de son histoire avec cette maison-là. Allô. Aujourd'hui, j'ai envie de contacter le musée des communications et d'histoire de Sutton. J'ai découvert très récemment l'existence de ce musée et comme il s'agit d'un musée d'histoire, je me suis dit qu'il serait absolument pertinent que j'aille y faire un petit tour pour peut-être éventuellement retrouver des traces de la maison donc Sweet, dont on sait aujourd'hui qu'elle fut un jour la maison de la famille Sweet. Et comme cette famille a été établie dans la région pendant une bonne centaine d'années, je me dis que avec un petit peu de chance, dans ce musée d'histoire, on va pouvoir retrouver des traces de la famille. Alors je les ai contactés, j'ai envoyé un courriel pour leur demander s'il serait possible de faire une visite guidée. Donc aujourd'hui, on va pas aller au musée, on va simplement téléphoner à la personne qui m'a répondu. C'est Richard Leclerc, et donc on va l'appeler avec vous maintenant.
514. Oui, allô? Oui, bonjour Richard, c'est Michael Témer, je vous ai écrit à propos de mon balado hier. Oui, j'attends, je vais fermer la radio là, parce que je t'entends mal. Ça va mieux comme ça. Alors, oui, ton balado. Mais c'est ça, donc je fais vraiment un travail de recherche sur l'histoire de ma maison. J'ai pu la retrouver sur un plan de 1894. Et donc j'essaye de savoir un petit peu qui vivait là à cette époque, comment, à quoi ressemblait la vie au village à cette époque-là. Puis je me suis dit que qui de mieux que le musée des communications et d'histoire de Sutton pour peut-être trouver des éléments de réponse. Moi, je fais des expositions très contemporaines. Tu sais, comme en ce moment, là, je travaille sur Monique Lérac, puis j'ai fait des gens qui ont vécu plutôt récemment. Le musée, là, c'est vraiment... c'est des artefacts datés de ces années-là. Mais il n'y a pas ce que j'appellerais de contenu historique. Sinon, le musée s'appelle Histoire et Communication. Donc, M. Ebert, qui a créé le musée, s'intéressait particulièrement là, au premier téléphone, première radio, premier phonographe. Okay. Donc, c'est ce qu'on a au musée. Alors, ça n'a rien à voir avec ce que j'appellerais l'histoire pure et dure comme héritage de traite. C'est absolument différent. Ok, ça va pas me permettre de répondre aux questions que je me pose sur la maison, mais cela dit, mon balado, il a pour objectif aussi de... pour moi, c'est une manière aussi de découvrir le village dans lequel je me suis installé. Donc, je serais toujours quand même intéressé à venir visiter le musée, puis à faire un épisode avec vous si vous êtes ouvert à cette idée-là. Je suis ouvert à d'autant que ça soit dans les... dans les contraintes que j'ai exprimées. Moi, je peux te parler des 12 expositions qu'on a faites depuis 2009 au musée. Je comprends. Mais je suis toujours intéressé, malgré tout. En ce moment, comme j'enseigne à l'université, je suis assez disponible. Alors voilà, je suis libre quand même assez souvent. Aussi bien demain toute la journée, j'ai quelque chose en soirée, je suis libre. Ça pourrait être demain, alors demain après-midi? Ouais. Ok, dans ce cas, on peut dire demain 13h, 13h30, ce qui vous arrange. Je dirais 13h30. 13h30, parfait. Parfait, à demain. À demain, bonne journée. Bon, génial, on a un rendez-vous. Demain en plus, on avance vite. On parlera probablement pas donc de l'histoire de la maison Sweet, mais je suis certain qu'on va quand même pouvoir apprendre plein de choses extrêmement intéressantes sur Sutton. Donc à suivre à suivre demain avec Richard. Allô. Alors on est mardi, le lendemain de mon appel avec Richard. Il est 13h30 et je suis devant le musée d'histoire et des communications de Sutton. Ça ressemble à une ancienne petite fermette peut-être. Il y a de la brique rouge et du bois rouge. Il y a du charme, il y a du caractère. Et voilà, je pense que c'est Richard qui arrive en voiture. Bonjour, ça va bien? Oui. Alors, comment tu veux faire ça, dehors ou à l'intérieur? Je serais curieux de voir l'intérieur aussi, ouais. Ouais. On va même entendre le bip de la langue. Je regarde pas le code, c'est bon. Je regardais la bâtisse en arrivant, je me demandais si c'était une ancienne fermette ou quelque chose comme ça. Le propriétaire de l'endroit, M. Ebert, c'était son endroit de vie. Puis c'est lui qui collectionnait des moyens de communication. OK. Des années 1960 environ, c'était sa passion. Mais, chemin faisant, il trouvait non seulement des téléphones, des radios, mais aussi d'autres éléments. Et finalement, il a pris tout ça pour mettre dans sa grange, il l'a transformé en musée. Tout ce qui est permanent, là, les artefacts qui sont là, ce qu'on appelle l'exposition permanente, c'est à 90% lui qui a permis d'avoir tous ces objets. Puis en 98, il a cédé le bâtiment et sa collection à la ville de Sutton. Et moi, je suis venu visiter le musée
peut-être la première fois au début des années 2000. J'ai trouvé ça intéressant de voir quand même ça, mais je me disais, il n'y a pas grand monde qui vient visiter ce musée parce que c'est toujours la même chose, c'est statique finalement, c'est une collection permanente. Une fois que tu l'as vu, tu l'as vu. Tu l'as vu, tu ne retournes pas voir. Et c'est là que finalement, le maire en 2008, c'était Kenneth Hill, que je connaissais un peu. Moi, comme publicitaire, j'avais travaillé à son élection. Et finalement, quelques mois après son élection, il m'invite à venir visiter, pour moi, revisiter le musée. Et là, il me dit, qu'est-ce qu'on fait pour faire entrer du monde ici? On a à peu près 200 visiteurs par année. Ben, j'ai dit, on fait des expositions temporaires. Puis à l'époque, le président du musée, c'est Richard Miro. Tu sais, on fait la visite du musée, puis après, je sais pas, on est allé prendre une bière. Puis là, Richard Miro raconte, comme ça, tout bonnement, que lorsqu'il était enfant, dans les années 1930-40, à chaque fois que les Canadiens de Montréal allaient jouer au hockey à Boston, on se retrouve finalement sur le quai de la gare vers 1h le matin, parce que à Sutton, c'est le premier arrêt entre Montréal et les États-Unis pour faire le plein d'eau. Ce sont des locomotives à vapeur. Donc le train s'arrête 15-20 minutes pour faire le plein d'eau. Et naturellement, il n'y avait pas de télé à l'époque. Alors, pour voir les joueurs des Canadiens, les adolescents, les jeunes se rendaient à la gare, même s'il était très tard. Puis, parfois, il y a des joueurs qui sortaient fumer une cigarette. Donc, ça leur permettait de les voir vraiment, puis de les approcher, puis d'avoir des autographes, comme tous les jeunes aiment bien. Alors, il me raconte ça. Ben, j'ai dit, on fait une exposition avec ça. Alors, c'est devenu l'exposition « Les Canadiens passent par Sutton en train », qui a été la première exposition temporaire. Et là, forcément, avec ce thème-là, tu sais, les Canadiens, c'est magique, on le voit encore en ce moment. Donc là, on se retrouve finalement avec ce que j'appellerais un sujet intéressant. Puis les Canadiens, ils n'ont rien à voir avec Sutton, à part de s'arrêter 15 minutes. Mais moi, j'ai travaillé pour les Canadiens. Okay. et j'ai accès à des joueurs, des anciens joueurs qui ont vécu ça à l'époque. Donc, de fil en aiguille, on a des anciens joueurs qui viennent faire un tour, tu sais, ça attire du monde forcément, mais à un moment, on a réussi à avoir pour 3 jours seulement la Coupe Stanley. Alors, on a eu, pendant ces 3 jours-là, 2000 visiteurs. Oui, mais ça, hein. Alors, tous les cantons sont venus voir la Coupe Stanley. Ben, il y a des gens qui venaient de Montréal, là, tu sais, c'est incroyable l'attrait que ce trophée-là a, ce sport-là, puis tout ça. Alors, forcément, au lendemain de cette exposition, après avoir reçu autant de visiteurs, là, le musée était connu. Là, on a fait une deuxième exposition qui, cette fois, portait sur le 30e anniversaire du parc d'environnement de Sutton. Puis après, ben, de fil en aiguille, ça a été le 50e anniversaire du centre de ski. Comme tu vois, finalement, on raconte Sutton de différentes façons. Mais ce qui a fonctionné le mieux, c'est Jeanne Benoît. Jeanne Benoît, ça a été un record de nombre de visiteurs de tous les temps. C'est elle, grande cuisinière, qui finalement a vécu à Sutton une 30aine d'années. Ça fait 12 ans que je suis au Québec, mais il y a encore beaucoup d'éléments culturels que je connais pas. Jeanne Benoît, c'est qui, donc une cuisinière? C'est une cuisinière. En fait, ce qu'elle a fait, les encyclopédies. La nouvelle encyclopédie de la cuisine. Ça a été fait dans les années 60. OK. Mais moi, je connais pas une famille qui n'a pas ça dans son environnement. C'était le cadeau de noces à peu près à toutes les femmes des années 60 à 80. Là, tu sais. Dans le fond, tu te mariais, tu recevais ça. Combien d'expositions? Une par année, finalement, vous avez fait? Oui. Donc, j'ai 12 expositions temporaires qui ont été réalisées depuis, en effet. Parce qu'au début, on y allait même avec 2. Là, tu vois, je te racontais, les Canadiens, c'était l'hiver. Le parc d'environnement naturel, c'était l'été. Le centre de ski, c'était l'hiver. Là, à un moment donné, j'ai dit, oh non, c'est trop. 2 expositions par année, là, je suis pas capable. Il faut que j'y aille ma vie. Parce que c'est bénévole? Oui. Je suis chargé de cours à l'Université de Montréal, puis un publicitaire. Donc, mon métier, c'est de la communication. J'enseigne la communication au département de communication de l'Université de Montréal. Mais pour le reste, c'est vraiment du bénévolat, oui. Pourquoi vous le faites?
Bien, d'abord, j'aime l'histoire. Puis, imagine, tu entres dans un village. Je suis arrivé ici, moi, à temps plein, à peu près en 2002. Tu fais finalement cette visite, puis on te donne carte blanche. C'est la liberté. Dans le fond, moi, ce qu'on m'a offert, c'est la possibilité de raconter une histoire maintenant par année. Puis c'est vraiment parfait pour moi. Moi, j'ai travaillé pour le Musée des Beaux-Arts de Montréal. J'ai travaillé pour Pointe-à-Calière. Tu sais, dans mon métier de publicitaire, j'ai fait de la publicité pour des musées de Montréal. Là, je me retire dans mes terres, à Sutton. Et là, aujourd'hui, finalement, on me permet de faire des choses comme ça. Je trouve ça génial. Puis ça, c'est l'autre idée. C'est que, comme on n'est pas à Montréal, je dirais que toutes les expositions qu'on a faites jusqu'à maintenant, c'était la première. Tu sais, Jeanne Benoît, il n'y avait jamais eu d'exposition sur elle. Moi, je trouve ça dramatique. Tu sais, elle, c'est l'ancêtre de tous ces chefs qu'on voit à la télévision. Ça a été la première à avoir une émission de télé dans les années 50. Là. Dans le fond, nous, on est en train de reconnaître des gens qui ont vécu dans les environs, mais qui ont quand même une notoriété. Qui va bien au-delà de Sutton. Qui va bien au-delà de Sutton. D'ailleurs, 85% de nos visiteurs ne sont pas de Sutton. Moi, la Coupe Stanley, là, je suis né, là, mon père m'a mis devant la télé pour regarder les matchs de hockey. C'était à une époque que les Canadiens gagnaient assez régulièrement. Moi, c'est ça qui me passionne, tu sais, quand je te parle de Jeanne Benoît, ma mère cuisinait avec son livre. Alors, c'est spécial, tu sais, quand je fais une exposition sur Madame Benoît, ben, c'est des souvenirs d'enfance qui ressortent, là, c'est vraiment ça. C'est quoi, alors, parce que moi, je la découvre donc aujourd'hui. Ouais. C'est quel genre de souvenir pour quelqu'un qui est né justement dans les années 50? Ben, c'est la bonne bouffe. Tu sais, dans le sens que au Québec, là, on n'est pas en France. Donc, la nourriture, ça a pris quand même un certain temps avant qu'on s'acclimate, si je peux dire, à des trucs un peu plus raffinés, tout ça. Mais Jeanne Benoît, elle a étudié en France. Donc, quand elle est revenue travailler ici, elle a décidé de prendre tout ce qu'elle avait appris, mais de le vulgariser, de le rendre accessible. Donc, elle a vulgarisé, simplifié, adapté des recettes françaises à un marché où on n'a pas nécessairement les mêmes ingrédients. Donc, elle a vraiment fait ce qu'on pourrait appeler une adaptation extraordinaire. Mais c'est elle qui a permis aux Québécois, puis aux Canadiens aussi, puisque ça a été adapté en anglais, de découvrir la cuisine. Parce que si je regarde mes grands-mères, elles faisaient toujours la même chose. C'était comme assez limité comme base, là, tu sais. Il n'y avait pas beaucoup de variations. Ça ressemblait à quoi, un plat typique? Bon, de la viande de bœuf, surtout. Puis très souvent, le steak haché, parce que c'était ce qui était le plus économique, et tout ça. Bon, je viens pas de famille très, très riche non plus. Mais c'est ça, on mangeait des trucs, tu sais, du jambon, du ballonné. Il y a eu ce que j'appellerais une évolution, tu sais. À l'époque, là, c'était steak, blé d'Inde, patate. On avait comme simplifié au maximum. Les femmes avec 14 enfants, il n'y avait pas le temps de commencer à cuisiner. Donc, elles refaisaient un peu toujours la même chose. Là, les familles ont diminué. Alors, moins d'enfants, les femmes commencent à travailler, il y a plus de revenus, puis on a finalement la possibilité de découvrir des nouveaux trucs. On dit toujours, manger du poisson, c'est pas bon. Ça sent mauvais dans la maison, c'est pas agréable. Là aussi, il y a une éducation à faire. D'ailleurs, dans la cuisine, c'est toute une éducation, mais heureusement, on n'a pas de problème. On en fait pas, on la fait bien, on la fait mal. Alors, il s'agit que d'y mettre du sien, si on veut la faire bien. Alors, c'est ça qui finalement est assez extraordinaire, c'est que je trouve chaque année, tu sais, Pierre Falardeau, vous connaissez peut-être. Pierre Falardeau, c'est un réalisateur qui, lui, vivait à Duncan. C'est pas à Sutton même, mais pas très loin. Et Pierre Falardeau a fait des films extraordinaires, mais assez révolutionnaires. Là. Pierre, c'est ça. C'est quelqu'un qui n'avait pas la langue dans sa poche, comme on dit. On est au Québec en 1985. Chaque année, la bourgeoisie coloniale se rassemble au Queen Elizabeth Hotel pour le banquet du Beaver Club. Toute la rapace est là. Des boss puis des femmes de boss.
les barons de la finance, les rois de la pizza congelée, les mafiosos de l'immobilier, toute la gang des bienfaiteurs de l'humanité, les charognes à qui on élève des monuments, les profiteurs qui passent pour les philanthropes, les pauvres types, amis du régime, déguisés en sénateurs séniles, les bonnes femmes au cul serré, les petites plottes qui sucent pour monter jusqu'au top, les journalistes rampants, habillés en éditorialistes serviles, des avocats véreux, costumés en juge à 100 000 par année, des liches-culs qui se prennent pour des artistes. Toute la gang est là, un beau ramassis d'insignifiants, chromés, médaillés, cravatés, vulgaires et grossiers avec leurs costumes chics et leurs bijoux de luxe. Ils puent le parfum cher, sont riches puis sont beaux, affreusement beaux avec leurs dents affreusement blanches puis leur peau affreusement rose. Et ils fêtent. C'est ça c'est une affaire dont je suis bien fier. Et c'est vous qui proposiez à chaque fois le thème de chaque exposition? Comme je te disais tantôt, j'ai carte blanche. Alors moi, finalement, j'ai déjà finalement en tête là, un peu ce qu'on va faire dans les prochaines années. Là. OK. Donc vous y allez par des sujets qui vous intéressent aussi. Hein? Il y a beaucoup de vous dans le choix. Ben, forcément. Là, je suis pas maso au point de faire des choses que je trouverais absolument déplorables. C'est avec laquelle que vous avez pris le plus de plaisir? Ben, je t'avouerai que Jeanne Benoît, ça a été une découverte, sincèrement. Là. Et ensuite, j'ajoute une chopine de fraises, de crème glacée aux fraises. Vous mélangez les deux et ça, vous le faites à la dernière minute. Évidemment, la crème glacée est légèrement ramollie, la crème est fouettée et on ajoute, au moment de servir, les fraises à la crème. Évidemment qu'on ne sert pas de batteur à ce moment-là. On attend ses invités et je crois que le mien n'est pas loin. Et là, on mélange. Ah, j'avais bien raison que mon invité s'en venait. C'est aussi un peu à cause de l'eau de rose. Les Canadiens, forcément, tu connais peut-être pas toute l'histoire des Canadiens, mais de 1940 à 1960, il y a eu un joueur incroyable qui a joué avec les Canadiens, qui s'appelait Maurice Richard. Je m'appelle Richard à cause de Maurice. Okay. Fait que, tu sais, ça commence bien. Disons que mon père, quand je suis né, en fait, il voulait m'appeler Maurice Richard Leclerc, mais ma mère a dit que Richard, c'était assez. Sur des passes de Jean Béliveau et Dickie Moore, il comptait son 500e but à sa 861e joute dans la Ligue nationale. Joueur le plus âgé du circuit, un autre que lui aurait songé se retirer du jeu. Richard n'y songea même pas. Jusqu'à la limite, le hockey demeurait son moyen d'expression autant que son moyen de vie. Cette exposition-là, ça a été l'expo d'entrée. Je peux pas dire que je la préfère parce que, dans le fond, quand je regarde ce que j'ai fait pour la toute première exposition puis ce qu'on fait maintenant, il y a eu une évolution incroyable. Ça a été comme un peu plus une improvisation qui a bien fonctionné, surtout grâce à la Coupe Stanley. Mais en même temps, des fois, ça prend ça dans la vie, un coup de cœur, un truc qui part, puis ça marche, puis boum! Après, on continue. Est-ce qu'on va voir un peu plus loin? Oui, absolument. On parle, mais toi, ici, c'est la première partie de l'exposition permanente. Alors, c'est ce qu'on appelle ici le magazine général. La suite de cette passionnante et enrichissante visite du musée d'histoire et des communications de Sutton, ce sera pour le prochain épisode de 59 Académie. Merci infiniment pour votre écoute. Je vous encourage à nouveau à parler du balado autour de vous, à le partager si vous avez trouvé ça intéressant. Et j'en profite également pour remercier tous les musiciens qui fournissent les musiques gratuites que j'utilise pour accompagner la trame sonore du balado. Je les ai tous trouvés sur un site qui s'appelle Pixabay et toutes ces musiques sont libres de droit et d'utilisation. Alors merci infiniment aux artistes qui mettent leur contenu à disposition des autres créateurs.